Eh bien voilà, nous sommes au complet pour donc le webinaire de My Connecting IA sur l'IA et le leadership féminin à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. Donc on a voulu vous proposer ce webinaire pour inspirer l'innovation et la diversité dans le monde de l'intelligence artificielle. Et donc, pour ce webinaire, on a la chance avec My Connecting de réunir donc 5 femmes qui sont donc dans l'IA, 5 femmes qui ont des parcours exceptionnels dans l'IA, même si l'IA reste très récente au niveau de l'IA générative. On parle de 1 an et 2 mois depuis ChatGPT. Et donc, ces 5 femmes vont nous en dire un petit peu plus aujourd'hui sur leur utilisation de l'IA. Peut-être juste pour rappel, la Journée internationale des droits de la femme, donc elle trouve son origine dans les manifestations de femmes au début du XXe siècle, en Europe et aux États-Unis, avec les femmes qui ont réclamé donc de meilleures conditions de travail et de droit de vote. Donc le 8 mars est une journée de rassemblement à travers le monde, à l'occasion de faire un bilan sur la situation des femmes. Et donc on est là pour fêter les victoires et les acquis, faire entendre vos revendications, améliorer la situation des femmes. Donc c'était très important pour nous parce qu'on a évoqué en fait ce manque de femmes dans l'IA. J'en ai parlé beaucoup avec Léa Vin lors du podcast que j'ai pu faire avec elle. Donc c'était hyper important de pouvoir échanger sur ces sujets. Merci à toutes d'être présentes pour cette cause hyper importante. Merci à toi. Alors, donc, je vais vous présenter et donc on a donc 5 intervenantes exceptionnelles. Donc, tout d'abord, Léava, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, même si je sais que peut-être certains m'ont déjà vu à Contoiria avec toi, ils ont peut-être déjà écouté notre podcast, je recommence avec plaisir. Donc, je suis Digital Project Manager dans l'innovation et dans le luxe. J'utilise l'intelligence artificielle comme outil pour booster mes performances. Voilà, et vous avez certainement pu voir passer certains posts LinkedIn où j'intègre l'intelligence artificielle dans le monde du marketing pour créer des magasins fictifs, des retail stores un peu disruptifs. Et donc voilà mon utilisation de l'IA, bien que je ne sois pas scientifique à l'origine. Et alors ça, c'est un sujet très important et on va en parler tout à l'heure. Merci beaucoup, Léava. Et maintenant, donc, autour d'Alix. Alix qui nous fait le plaisir d'être là. Et je crois, Alix, donc, que ce n'est pas un fond d'écran derrière toi. Non, c'est pas un fond. Je suis au Caire. Et s'il n'y avait pas eu le contre-jour, vous auriez vu les pyramides de Gizeh derrière moi. Mais la lumière cache un peu la vue, malheureusement. Et pour revenir à ma petite présentation, d'habitude, je suis à Neuilly, chez M6. Depuis le 1er janvier, je dirige le pôle innovation avec 2 programmes stratégiques, notamment le programme intelligence artificielle et data. Ça fait 7 ans que je suis chez M6, 7 ans que j'explore, décrypte les différentes tendances du digital au sein du groupe M6. Après avoir effectué un master à Dauphine en innovation et en journalisme. Donc, comme Léava, j'ai un profil un peu couteau suisse. J'utilise l'IA à différents niveaux et je pense que c'est l'objet de ce podcast, donc j'en dis pas plus. Mais donc, je suis dans le monde de la tech depuis 7 ans chez M6 avec un profil à la fois technique, innovation, littéraire. Et je pense que c'est hyper important d'avoir des profils diversifiés dans ces écosystèmes. Génial, merci beaucoup Alix. Donc je sens que vous allez beaucoup nous inspirer toutes, beaucoup inspirer surtout les femmes pour vous rejoindre et nous rejoindre dans l'IA. Maintenant donc autour de Chloé. Bienvenue Chloé. Merci Nicolas, je suis ravie d'être avec vous ce matin. Donc moi, Chloé Garcia, je travaille chez Microsoft France depuis 5 ans. J'occupe aujourd'hui un métier qui me passionne. J'ai la chance d'accompagner des startups et des scale-up en IA à grandir, à tirer pleinement parti des offres technologiques de Microsoft et surtout à les accompagner dans leur croissance. Mais j'ai commencé mon histoire avec Microsoft par la petite porte en 2017 où voilà, comme beaucoup de jeunes, je me cherchais, j'étais perdue sur mes choix d'orientation, je me projetais pas sur un métier plutôt qu'un autre. J'avais une certaine appétence pour le monde de la tech, mais sans vraiment penser que je puisse faire carrière dedans. Hein. Donc, pour moi, la tech, c'était des geeks dans leur garage qui codaient. Donc voilà, j'ai fait des études plutôt d'économie-gestion à Dauphine, comme
comme Alix, où j'ai pris cette voie en pensant que ça allait être la plus généraliste et celle qui m'ouvrait le maximum de portes. Et à l'époque, je me rappelle où j'ai commencé à chercher un stage dans mon année de césure. J'ai commencé à utiliser LinkedIn et à chercher un petit peu des profils de femmes dans la tech. Et j'en voyais pas beaucoup à l'époque, ou en tout cas, ils n'étaient pas forcément bien communiqués. Il y avait peu d'actions pour valoriser les femmes dans le numérique, peu de rôle modèle. Et donc, à l'époque, par défaut, j'ai essayé de postuler un petit peu partout. Finalement, je trouve un stage chez Microsoft et l'histoire continue avec une alternance. Et puis aujourd'hui, un poste avec un focus IA qui était un milieu dans lequel je connaissais pas grand-chose, mais finalement, j'apprends aussi petit à petit en me formant au jour le jour. Et donc, c'est une super opportunité que je voulais partager aussi ce matin pour dire qu'il n'y a pas que des geeks dans leur garage qui peuvent prétendre en tout cas à des métiers dans le numérique. Voilà. Merci beaucoup Chloé et franchement bravo pour cette présentation. Je pense que tu as été exactement dans ce que j'applaudissais en tout cas Léa sur ce sujet. Je pense qu'on sur ce webinaire, soyons détendus. Vous pouvez être complètement décomplexé justement pour décrire bien les biais qu'il peut y avoir, les geeks qui de temps en temps traînent un petit peu entre eux et qui doivent aussi faire de la place aux femmes donc dans l'IA. Donc merci beaucoup Chloé pour cette présentation. Très claire et aussi très impactante. Maintenant, donc, Anna, que j'ai rencontrée donc, grâce à Léava et qui nous a montré récemment lors du Meetup une magnifique série de photos. Donc, Anna, à toi la parole. Merci Nicolas, je suis ravie d'être là avec vous toutes. Du coup, moi je suis plutôt le geek, comme tu dis Chloé. Je suis étudiante à Polytechnique en dernière année, donc j'ai un background très scientifique. Je suis spécialisée en deep learning et plus spécifiquement en computer vision, donc tout ce qui est traitement de l'image, etc. Et mes domaines de l'application, c'est plutôt côté santé. Donc, j'ai pu travailler avec des hôpitaux et des startups pour aider en fait les radiologues et les médecins qui aujourd'hui sont totalement submergés. Ils doivent en fait faire des diagnostics de centaines de patients par jour. Et donc, moi, je crée des architectures d'IA qui vont les aider en fait à faire ces diagnostics-là de manière plus rapide, plus efficace. Et le sujet de la diversité et de la place de la femme dans la tech, pour moi, c'est hyper important parce que quand je suis arrivée à Polytechnique, j'étais la seule fille. Donc ça s'est bien passé parce que la seule, ouais. Incroyable. Je me suis fait rejoindre là en dernière année par. Quand on parle de problème de parité, enfin voilà, de retard sur l'IA, quand t'es vraiment la seule là, c'est quand même chaud quoi. Ouais, on est en plein dedans et ça m'avait vachement choquée. Et on va en parler de toute façon après. Et je pense vraiment qu'il y a énormément de choses à faire pour justement faire venir les lycéennes et les introduire en fait dans les filières scientifiques. Donc je me bats pour ça. Super. Et ce que tu fais aussi, je pense que tu nous en reparleras avec tes magnifiques photos avec le photographe de Polytechnique. C'est superbe et je pense que tu as un très beau projet d'évangélisation là-dessus. Merci beaucoup Anna. Et enfin, bienvenue aussi donc à Fanny de MyConnecting IA. Fanny, donc la représentante chez MyConnecting IA, donc de cette cause très importante. Bienvenue Fanny. Merci Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc moi je suis consultante formation chez MyConnecting IA, pas issue du monde de la tech, pas issue du monde de l'informatique, mais issue du monde de la formation, de la pédagogie. Mais je me suis pas mise de barrière pour me lancer sur le conseil sur l'IA et je prends à cœur le rôle de porter le message qu'avec la formation, l'IA est accessible à tout le monde. Donc d'où ma présence sur ce webinaire aujourd'hui. Évidemment, c'est super important. On ne pouvait pas du tout, en tout cas, organiser ce séminaire sans qu'il soit au minimum co-organisé avec une femme. Donc, merci beaucoup, Fanny, d'être avec nous. Merci aussi à l'équipe de femmes qui nous a aidés sur l'organisation et qui sont dans les coulisses. Donc, Victoria et Sheila, merci beaucoup à elles. Merci à toutes. Donc, MyConnecting, en quelques chiffres. Fanny, je te laisse présenter. Allez, donc rapidement, MyConnecting IA, c'est une entité du groupe MyConnecting. Le groupe, c'est aujourd'hui 350 collaborateurs, créé en 2006. Et puis, fait notable, en 2022, MyConnecting est devenue entreprise à mission. Et l'une de nos missions, c'est notamment de proposer des formations pertinentes qui vont participer à l'employabilité des collaborateurs et à la performance des entreprises. D'où le sujet de l'IA incontournable. Et donc, si on va sur la slide suivante,
on a créé en ce début d'année MyConnecting IA, qui est le mariage de Nicolas Guyon et de son expertise sur le sujet avec la signature pédagogique de MyConnecting, une signature pédagogique qui va s'articuler autour de l'hyperpersonnalisation, de la pédagogie actionnelle, de l'accompagnement humain, mais aussi de la mesure de l'impact. Se former, c'est pour que ça transforme nos vies et nos façons de faire. Et cet impact pour les formations IA, on va le mesurer en termes de gains en productivité, de gains en créativité, mais aussi, puisque le sujet est nouveau et que le sujet est parfois un peu anxiogène, en gain de sérénité. La sérénité, elle va être indispensable pour s'adapter et s'acclimater à la transformation et aux changements à venir dans les différents métiers. Et donc, on a une offre de formation modulaire en blended avec 4 modules qui sont complémentaires, qui démarrent sur le module acculturé pour comprendre les bases de l'IA, pour comprendre le potentiel extraordinaire, mais aussi les risques et les limites. Et puis après, on a des modules utilisés et boostés, où là, on va être plutôt vraiment sur l'utilisation et des cas d'usage transverses pour le module utilisé. Apprendre à prompter, c'est la base de tout. Et puis des cas d'usage beaucoup plus spécifiques sur boosté. Des cas d'usage métier montés et personnalisés pour chacun de nos clients. Et enfin, un 4e module, performer durablement. Les outils évoluent rapidement, donc c'est important de maintenir à jour ces informations par de la formation récurrente sous forme de webinaire et ou d'ateliers. Voilà pour la rapide présentation. Nicolas, t'es muté, on ne t'entend pas. Et oui, le débutant. Merci beaucoup, Fanny, pour cette présentation de MyConnecting IA. Donc, on est très heureux de lancer cette activité, donc avec une équipe qui est mixte. On adore faire cette formation pour l'IA, donc on forme en permanence des femmes et des hommes en entreprise. L'idée, on adore faire cette formation, on a une vraie mission, et donc c'est pour ça que cette journée aussi nous tient à cœur. J'en profite un petit peu pour saluer donc les membres de notre audience. Je vois qu'il y a notre ami Rémi, un très bon copain, donc qui crée le magazine. Donc les LHC, donc un magazine 100% généré, 99% généré avec l'IA, qui nous fait le plaisir d'être ici. Il y a aussi donc les équipes de MyConnecting. Donc bonjour à tous, bonjour Anne-Laure, bonjour Thierry. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'on a de la chance parce qu'on a une audience qui est très mixte. En tout cas, je pense qu'il y a plus de 50% de femmes. Vu la thématique, c'est pas étonnant, mais en tout cas, on arrive à faire ça. Donc, bienvenue à toutes les femmes qui sont présentes. Bienvenue Yasmina, Fabienne, bienvenue Valérie. Donc, on est ravis de votre participation au webinaire. Fanny, merci encore pour la présentation de l'offre MyConnecting. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question de formation. Et on va passer ici, donc encore pour rappel, la Journée internationale des droits de la femme. C'est très important, cette définition. Diane, qui est dans le public, m'avait reprise un petit peu parce qu'on parlait de la Journée de la femme. Attention, non, c'est pas la Journée de la femme, c'est la Journée internationale des droits de la femme. Et donc, cette journée du 8 mars qui est hyper importante. Donc, ça nous tenait à cœur de réaliser ce webinaire pour en parler. Et là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose on est sur une période charnière, sur un moment clé. C'est le moment de prendre le train en marche pour l'IA. Et donc, c'est le moment pour les femmes de prendre le train en marche de l'IA. Donc, ça, c'est hyper, hyper important. Et je pense qu'en fait, il faudra, en tout cas, si on recommence cet événement l'année prochaine, le 8 mars, j'espère que les choses auront évolué dans le bon sens. Je pense que ça sera le bon moment pour faire un point aussi, parce qu'aujourd'hui, il y a encore un énorme déséquilibre. Petit sondage organisé donc par Victoria. Selon vous, y a-t-il suffisamment de femmes travaillant dans le domaine de l'IA? Donc, je ne veux pas influencer, mais quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, en tout cas, il y a beaucoup de choses à faire pour faire progresser et pour faire venir plus de femmes dans l'IA. Est-ce qu'on a tous répondu au sondage? Hop. Et donc, sans surprise, on est à 83% de non. Il n'y a pas assez de femmes qui travaillent dans l'IA. On a 17% de personnes qui n'ont pas d'avis. Et en tout cas, personne ne nous a dit qu'il y avait suffisamment de femmes qui travaillent dans l'IA. Donc, on est sur un déséquilibre qui est flagrant, qui est énorme, qui est du niveau
de celui de Anna qui nous dit qu'elle est la seule femme à Polytechnique sur ses études, donc sur l'IA. Donc il y a quelque chose à faire d'urgence et c'est pour ça qu'il était très important de se regrouper à l'occasion de cette journée. Maintenant, mesdames, donc je vais vous proposer un petit peu, si vous voulez, de nous présenter l'IA dans votre organisation, donc nous décrire un petit peu comment est-ce que ça fonctionne l'IA dans votre organisation, et aussi évidemment quel rôle les femmes ont avec l'IA au sein de votre organisation. Peut-être qu'on peut commencer par Chloé, par exemple. Avec plaisir. Alors, moi, j'avais lu une stat qui m'avait assez marqué. Je crois qu'il y a aujourd'hui seulement 17% de femmes dans le milieu de la tech. Donc, quand on est dans une entreprise du numérique comme Microsoft, on se doit aussi d'essayer d'inverser un petit peu cette tendance et d'avoir une meilleure représentation des femmes déjà dans son entreprise. Donc voilà, j'ai la chance d'être dans une entreprise qui met la diversité au cœur de ses engagements et au-delà de les mettre sur du papier, en fait, c'est une entreprise qui s'y tient avec des actions qui sont concrètes. Donc Microsoft s'engage vraiment pour un numérique de confiance et aussi un numérique qui soit inclusif et responsable. Et donc pour ça, on passe par différentes initiatives. Depuis plusieurs années, Microsoft est engagé au développement de compétences numériques et particulièrement en IA. On a une initiative qui s'appelle À vous l'IA qui doit permettre en fait de démocratiser l'IA, de catalyser un petit peu sa mise en œuvre dans tout l'écosystème français. On forme aussi de plus en plus de monde au métier de demain avec les écoles IA en partenariat avec Simplon. Ça fait 5 ans qu'on a lancé cette initiative et qu'on a formé aujourd'hui, il me semble, plus de 900 apprenants qui sont certifiés donc développeuses en IA pour justement répondre aux compétences, aux besoins en compétences d'organisation. Après, il y a une chose aussi que je voulais partager, c'est que aujourd'hui, en fait, les 80% des métiers qui seront exercés demain n'existent pas encore aujourd'hui. Et le numérique et notamment l'intelligence artificielle, ça va profondément aussi façonner un petit peu les contours de ces futurs métiers. Donc, on connaît pas en fait finalement aujourd'hui les métiers de demain. Et je trouve que c'est une super opportunité aussi pour toutes les femmes qui sont dans la session aujourd'hui, quel que soit leur âge, leur niveau de seniorité, pour s'intéresser à ce sujet. En fait, il est jamais trop tard. On voit que les métiers sont en train de se renouveler, de se transformer. Et ce qui est intéressant avec l'ère de l'IA générative, c'est que ça ouvre vraiment aussi un nouveau paradigme. On est en train de baisser la barrière à l'entrée, notamment avec les interfaces conversationnelles. En fait, on peut discuter en langage naturel avec ces technologies-là. Donc, c'est plus forcément la capacité à faire, même s'il va toujours en falloir, mais la capacité plutôt à comprendre comment bien utiliser ces technos qui va aussi être clé. Donc, il y a aussi tout un champ de nouveaux métiers qui s'ouvrent là-dessus. Et donc, je pense que c'est une vraie opportunité aussi pour les femmes non geeks qui se posent des questions, qui ont envie d'y aller et voilà, sans savoir vraiment comment ça se passe. Après, on fait aussi pas mal de choses. On organise des journées de la mixité en interne chez Microsoft pour aller sensibiliser les femmes et les hommes à travers un certain nombre d'initiatives, au fait que voilà, il y a un manque de représentation, au fait qu'il faut qu'on identifie des femmes leaders pour inspirer les nouvelles générations. On propose aussi des programmes d'accompagnement pour les femmes qui souhaitent développer des carrières en IA. Moi, j'ai la chance d'être dans un programme qui s'appelle Women in AI en interne chez Microsoft, avec l'objectif donc d'aller développer à la fois des hard et des soft skills pour aller débloquer des nouvelles opportunités de carrière. D'ailleurs, Nicolas, tu en fais partie aussi au titre de mentor. Et donc, ça passe. Avec grand plaisir et très heureux de travailler avec toi, Chloé. Et j'en profite pour saluer Diana aussi qui travaille sur ce programme, un magnifique programme Women in AI par Microsoft. Ouais. Voilà, et donc ça passe par des sessions de coaching, de mentoring avec des mentors à la fois internes Microsoft mais aussi externes, dont Nicolas fait partie, et puis des certifications techniques aussi qu'on nous met à disposition, où on nous propose de se former sur les stacks technologiques qu'il y a de Microsoft. On nous organise aussi des cours de prise de parole en public, on organise des événements qui réunissent un petit peu l'ensemble de l'écosystème, de partenaires engagés, de clients qui se réunissent autour de ces thématiques. Et en fait, voilà, ça nous permet aussi de valoriser des parcours inspirants de femmes dans les métiers de l'IA et d'essayer finalement de baisser de casser ces barrières à l'entrée, ces barrières mentales qu'on se met en tant que femme pour aller accéder à ces sujets-là. Génial.
Merci beaucoup Chloé, c'est super intéressant. Microsoft, c'est un acteur là-dessus qui a une importance incroyable parce que c'est quand même Microsoft qui aujourd'hui qui propose et qui distribue donc OpenAI, donc avec l'accord que vous avez avec OpenAI. Donc c'est une énorme force de frappe. C'est donc un modèle donc dans l'IA. Et là-dessus, toutes ces initiatives que tu décris, c'est vraiment hyper intéressant. J'en profite aussi pour vous dire, donc on est maintenant donc 40 participants sur le live. J'en profite pour vous dire de poser des questions dans le chat. On y répondra, donc n'hésitez pas, on y répondra. Les participants y répondront. On vous donnera aussi évidemment les coordonnées sur LinkedIn de chacune de nos participantes donc au webinaire, parce que l'objectif en fait, c'est qu'elles sont là pour vous inspirer, pour vous montrer un petit peu ce qu'elles font dans l'IA, et si jamais en fait vous avez envie d'en savoir plus sur ce qu'elles font, ou vous avez un proche, par exemple, une proche en particulier qui s'intéresse à l'IA et qui veut en savoir plus, je pense qu'elles se feront un plaisir d'échanger avec vous aussi pour les aider en fait un petit peu à rentrer donc dans l'IA, à mieux utiliser l'IA au quotidien et surtout devenir des expertes de l'IA. Merci beaucoup Chloé. Peut-être que maintenant Anna peut nous parler un petit peu de l'IA dans son organisation. Alors, Anna, toi, au niveau que tu veux, vu que tu es chercheur en deep learning à Polytechnique, à toi la parole. Bien sûr. Alors moi, du coup, l'IA, c'est toute ma vie. Hein. J'en crée, j'en utilise. Au niveau de la création, en fait, ce que je fais moi, c'est que je crée des nouvelles architectures, et je pense que c'est très important en fait de pousser les femmes à non seulement utiliser l'IA, mais à apprendre aussi à coder, à apprendre à se diriger en fait vers les maths, vers l'informatique, etc. Parce que comme disait Chloé, il va y avoir énormément de nouveaux métiers, et en fait ça va devenir des compétences qui sont indispensables pour tous ces nouveaux métiers-là. Donc c'est super important. Au niveau de l'utilisation des outils, moi, principalement, j'utilise des outils Copilot pour m'aider dans la génération de code, pour structurer le code. Parce qu'en gros, donc moi, je suis vraiment l'ingé, donc je structure le code et ensuite, je donne mon code comme ça à un software engineer qui est censé en faire un produit. Et généralement, ce qui se passe, c'est que on leur donne un code tout dégueulasse et eux, ils doivent le reformater, etc. Et en fait, aujourd'hui, avec l'IA Gen, on peut donner le code à ChatGPT, à un gros LLM qui va tout formater. Ça va te faire un truc incroyable. Donc ça m'aide énormément dans mes travaux de recherche. Et donc, plus généralement, ce que j'essaye de faire avec l'IA, c'est de vulgariser les grandes thématiques pour justement encourager les femmes, les hommes, tout le monde à s'intéresser à cette science-là. Et c'est peut-être l'occasion de parler de ce projet photo que j'ai réalisé en fait avec le photographe de Polytechnique, parce que je me suis dit qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément dans le milieu de la tech et qui ont certains préjugés, qui n'arrivent pas forcément à comprendre toutes les thématiques de l'IA. Ils ont beaucoup de questions. Est-ce qu'on va se faire remplacer par des robots? Jusqu'à où ça va aller? Est-ce qu'un jour, on va avoir tous des puces dans le cerveau? Enfin, vraiment, il y a beaucoup de gens qui ont des questions comme ça et qui ne participent pas forcément à ce genre de webinaire, de conférences. Il fallait un moyen de les toucher, vraiment de toucher le grand public. Donc, je me suis dit, on va utiliser la photo, parce que accessoirement c'est quelque chose que j'aime bien, la photo. Et donc je vous encourage à aller voir sur mon LinkedIn les œuvres en fait que j'ai réalisées avec ce photographe-là, qui vulgarise les thématiques et on peut en parler en fait avec tout le monde d'une manière beaucoup plus ludique et beaucoup plus poignante et marquante que juste une conférence. Et le but vraiment c'est d'attirer surtout les jeunes, parce que voilà, je suis en études, donc je me concentre là-dessus, vers ces filières scientifiques. Super. Merci beaucoup, Anna. Je pense que... Est-ce que tu as une photo en particulier sur la femme et la femme dans l'IA? Ouais, bien sûr. En fait, j'ai une œuvre donc avec une femme. Vous pourrez la voir. J'ai collé en fait des post-it sur ma tête qui représentent tous les préjugés qu'on peut avoir en étant une femme ingénieure. Donc ça passe par voilà le mot geek, le mot nerd. On pense qu'on n'a pas de social skills, qu'on n'arrive pas à parler, qu'on n'a pas d'intelligence émotionnelle. Et en fait, c'est pas forcément vrai. Enfin voilà, moi je code. Je suis vraiment le petit rat de laboratoire derrière mon ordinateur. Mais à côté de ça, je pense avoir une intelligence émotionnelle. J'adore la photo, j'aime la mode. Enfin, je suis vraiment une femme à part entière. Et ça, c'est très important de le souligner. C'est pas que pour les filles, tu sais, avec les petites lunettes et les petites bagues, en fait, qui doivent se diriger vers le code. Pas du tout. En fait, il faut que ça soit beaucoup plus
inclusif. Mais c'est super important. Merci beaucoup, Anna. Et non, mais tu as raison. Et donc, comme je l'ai dit, hein, je pense qu'il faut, et Léava aussi est une spécialiste de ça, il faut en parler de manière décomplexée. On a une question justement dans le chat qui est de la part de Sally. Sally, merci beaucoup pour ta question. Quelles sont les opportunités dans l'IA sans être dans le code et donc sans être une pro du marketing et du digital? Est-ce que vous voyez donc des opportunités par rapport à ça? Chloé, je peux peut-être donner vas-y. Point de vue, je vois que chez Microsoft, en tout cas, il y a pas mal de métiers qui viennent à se transformer justement avec l'émergence de l'IA générative. Donc en fait, nous on est en train aussi, on a infusé un petit peu l'IA dans toutes les stacks technologiques de Microsoft. Et finalement, là où je vois des opportunités pour des gens qui n'ont pas fait des études d'ingénieur, qui savent pas coder, etc., c'est d'essayer d'aller réconcilier un petit peu ce que fait le produit et ce qu'on veut communiquer à l'externe. Et pour ça, donc, il y a des métiers dans le marketing, dans le digital, où il faut aller, comme ce que font Anna et Léava, aller vulgariser un petit peu ce que la technologie permet. Donc, il y a des super opportunités dans le milieu du marketing et du digital pour aller essayer de créer un petit peu les messages forts autour de l'usage de ces technologies-là. Bien sûr. Donc ne pas du tout se limiter donc au code, à la science pure, même si elle doit être plus ouverte. Hein, et Anna en est un exemple et vous ouvrira les portes si vous avez des questions là-dessus, je pense en tout cas. Avec plaisir. Eh ben génial. Et donc maintenant, je pense donc je donne la parole donc à Alix qui nous fait le plaisir d'être en direct du Caire pour nous parler un petit peu de l'IA dans son organisation avec M6. Elle a déjà reçu des prix sur le développement un peu de l'IA au sein de son organisation. Donc, est-ce que tu peux nous présenter ça? Ça va être passionnant. Merci, Alix. Intro. Et pour prolonger ce que dit Chloé, je suis complètement d'accord. Et en plus de ça, je pense que le fait que nous soyons là, avec des profils aussi différents les unes que les autres, et assez diversifiés, montre bien qu'il y a vraiment différentes voies possibles. Et j'espère que ça pourra permettre d'inspirer les jeunes femmes. Et pour revenir à M6, nous, l'IA générative, ça fait depuis le lancement de ChatGPT, depuis plus d'1 an qu'on est sur le coup de l'IA générative, de comprendre, vraiment de décrypter, de s'approprier en fait cette technologie au sein du groupe. Après, plus largement, en fait, ça fait 10 ans qu'on s'intéresse à l'intelligence artificielle. On n'a pas attendu l'IA générative pour faire de la recommandation, de la personnalisation, qui sont un peu le cœur de notre activité aujourd'hui sur la partie streaming notamment. Mais si on se concentre un peu plus sur l'IA générative, ça fait donc plus d'1 an qu'on a accompagné les collaborateurs à travers des sessions de sensibilisation. Je pense qu'on l'a tout dit, d'accompagner et donc de faire comprendre aux collaborateurs du groupe M6, c'était vraiment notre priorité. Là, d'ici la fin de l'année, on aura formé l'ensemble des collaborateurs du groupe M6 sur une journée entière à l'intelligence artificielle, à l'art du prompting, avec une formation très pratico-pratique. On les suivra évidemment tout au long de leur apprentissage continu, parce que vu la vélocité de ces outils, en fait, on accompagnera aussi les collaborateurs avec des sessions un peu plus spécifiques, des retours d'expérience inspirants pour leur permettre de comprendre aussi la mise en pratique concrète dans le quotidien et justement, comme je disais, la rapidité de l'évolution des cas d'usage. Et donc la deuxième étape, ça a été aussi justement sur ces cas d'usage d'identifier les vrais cas d'usage pour le groupe M6, ceux qui auraient, je pense que vous l'avez bien dit en introduction, un gain d'efficience opérationnelle, un gain de productivité concrète dans le travail des collaborateurs, mais aussi potentiellement tout ce que vous avez dit sur la créativité, l'apport de nouveaux business, etc. Je pense que c'était essentiel de bien comprendre nos cas d'usage et ça a été mon rôle ces 6 derniers mois d'essayer d'identifier d'une part sur le marché à partir des technologies quels étaient les cas d'usage pour les médias, mais aussi d'écouter les collaborateurs, de m'entretenir avec chacune des business units pour avoir une remontée de cas d'usage hyper riche qu'on a dû ensuite plutôt prioriser. En fait, on n'était pas du tout en manque de cas d'usage, il a fallu plutôt les prioriser en fonction de ce que ça pouvait apporter dans le groupe. Et il y a 2 grandes natures de cas d'usage. Il y a l'IA pour les utilisateurs, comment ça va améliorer l'expérience utilisateur, mais aussi l'IA dans la productivité au quotidien.
Et si je peux m'attarder encore une minute sur peut-être ce pan-là, je pense que la grosse priorité, ça va être d'une part, après la formation, de fournir les outils aux collaborateurs. Et c'est vrai que c'est pas aussi évident que ça dans un groupe média de se dire quel outil on met entre les mains du collaborateur pour qu'ils utilisent une IA responsable et pour que l'intelligence artificielle qui va être utilisée pour potentiellement générer des nouveaux contenus pour nos utilisateurs soit à la fois responsable, inclusif et qu'on reste ce qui nous caractérise, c'est-à-dire un média de qualité qui propose du contenu généré par des humains avec une vraie curation, un vrai œil, une vraie ligne éditoriale. Et donc l'objectif, c'est de continuer à garder cette qualité de contenu tout en étant aidé par les IA génératives. Et donc, un de nos premiers projets, ça a été de proposer à nos journalistes dans notre CMS, donc là où on édite nos médias, un outil de transcription. Donc, ça va permettre de transcrire nos contenus, notamment des radios du groupe M6, RTL, RTL2 Fun Radio, et de pouvoir être un support, un soutien à l'édition de contenu, la génération de résumés pour nos podcasts, l'édition, par exemple, de captions, donc de petits textes pour les réseaux sociaux, etc. Et en fait, là où on a vraiment mis l'accent, c'est d'accompagner ce premier cas d'usage à la fois par une charte pour nos rédactions, pour qu'en fait, on explicite justement ce que je viens d'expliquer. Attention aux hallucinations, attention aux biais. L'objectif, c'est qu'il y ait toujours un humain qui supervise, relise et finalement édite ces contenus. Il y a zéro contenu, 100% généré par l'IA qui sortira sur un de nos médias. Et par ailleurs, qu'on puisse finalement encadrer ça plus largement en expliquant à travers nos formations les opportunités et les risques de l'IA. Donc, je pense que ces deux pans-là étaient essentiels à rappeler. Voilà pour un premier tour d'horizon de l'IA au sein du groupe M6. Et sinon, j'en ai déjà parlé des comptoirs, Nicolas, pour ceux qui ont besoin d'avoir plus de détails sur les différents cas d'usage qu'on a pu développer au sein du groupe. Évidemment. Je pense que justement, peut-être qu'aussi nos participantes peuvent venir vous rencontrer à l'occasion des meet-up comptoir IA aussi, vous posez leurs questions directement. Et évidemment, elles sont invitées et les bienvenues. Alix, je te pose juste une petite question supplémentaire. Donc, vous avez formé là-dessus, vous formez tous les collaborateurs du groupe M6. Est-ce que dans tes équipes, au sein du groupe, tu vois des femmes, justement, à part toi, qui s'intéressent beaucoup à l'IA et qui prennent le sujet très rapidement au sérieux? Complètement, tu as raison, Nicolas, j'aurais dû commencer par ça. Nous, il y a plus d'un an, on a formé une petite task force en interne et en fait, on était quand même une majorité de femmes au début dans cette task force. Je pense à Léa dans les équipes de streaming, Sarah ou Marie côté régie. Vraiment, moi, l'effervescence que je vais pouvoir avoir avec ces femmes-là au quotidien chez M6, c'est super importante. C'est vraiment hyper fort, je pense, chez M6, d'avoir d'une part réussi à mettre des jeunes femmes à des postes comme le mien, directrice innovation d'un groupe média. Franchement, je trouve ça cool et ça renvoie une super image de modernité, de se dire que justement, il faut plus de femmes dans la tech. Donc non, la réponse, c'est qu'en fait, que ce soit au sein de la direction des technologies et de l'innovation à laquelle j'appartiens, il y a d'autres femmes directrices avec des métiers hyper stratégiques, au sein du comité de direction aussi. Là, on vient de changer de codir et une femme est au codir et donc je trouve ça essentiel de le rappeler. Et au-delà de dire que donc il y a bien des femmes, après on peut toujours faire mieux, il faut faire mieux et on est là pour impulser justement ce changement et de changer un petit peu les habitudes des groupes médias traditionnels. Et par ailleurs, il y a je dirais qu'il y a un an, on a lancé un programme de mentorat au sein du groupe pour accompagner justement des jeunes femmes qui postulaient à ce programme, pour les accompagner justement, leur donner les clés pour accéder à des postes de leadership et les aider dans leur carrière. Parce que c'est une conviction forte que j'ai. Je pense que les femmes doivent, comme l'a rappelé Anna, davantage faire des filières plus scientifiques et techniques, mais finalement ont malgré tout aujourd'hui toutes les cartes en main pour accéder aux IA génératives qui sont, pareil comme l'a rappelé Chloé, hyper accessibles, avec des métiers protéiformes qui leur permettent de s'approprier ces IA génératives, mais n'ont pas forcément ce que je vais appeler cette assertivité, on dit bold en anglais, il faut être bold, il faut vraiment être assumer ce qu'on veut être, ce qu'on veut faire et visualiser là où on va arriver. Et je pense que c'est en ça finalement que ce programme de mentorat peut donner les clés aux femmes et finalement leur donner cette confiance en elles pour accéder à ces postes-là, parce qu'elles ont déjà toutes les compétences et elles peuvent y arriver en ayant un petit coup de pouce, je pense.
Génial. Merci beaucoup, Alix. Et donc, oui, et je suis tout à fait d'accord. Et donc, n'oublions pas que, en effet, sur l'IA, on va avoir donc de l'IA générative qui doit être accessible à toutes, en fait, hein, et dans lesquelles, en fait, il peut y avoir, ça peut être intéressant de temps en temps d'avoir fait du code précédemment, mais donc là-dessus, c'est les femmes, en fait, c'est un problème qui est plus vaste, en fait, hein, c'est les femmes et les professions scientifiques, les femmes et le développement, et donc qu'elles soient acceptées dans ce monde d'hommes et qu'il y a un rééquilibrage. L'autre chose aussi, je pense qu'on doit souligner, c'est que l'IA générative, derrière son nom, qui peut faire penser en fait à l'IA et ensuite au big data précédemment et aux ingénieurs, tout ça, ce sont des clichés qu'il faut faire sauter et qui se répètent en permanence, alors que l'IA générative aujourd'hui est accessible à tout le monde via un chatbot, facile à comprendre, facile à prendre en main. Et ensuite, après, il y a une énorme dimension créative aussi, hein, donc sur des professions artistiques, des professions de la communication, de la génération de texte. Il faudrait, et ça serait la pire des choses, que pour le coup, des jobs dans lesquels il y avait beaucoup de femmes aujourd'hui, en fait, tout simplement parce qu'on appelle ça IA et que le mot peut faire peur de temps en temps, que certaines professions de la communication, du marketing, créative, justement, qu'on perde un petit peu des femmes sur l'utilisation de ces outils. Et donc c'est très important de bien faire comprendre ça. C'est accessible à tout le monde, l'IA générative. Il y a toutes les sensibilités. Et maintenant, je propose justement, par rapport à ça, de passer un petit peu la parole à Léava sur le sujet. Oui, tu fais bien parce que vraiment, moi, mon truc, c'est la dimension créative vraiment dans l'intelligence artificielle. Alors déjà, peut-être, je vais commencer par vous expliquer pourquoi est-ce que je me suis orientée vers ce côté de tech, alors que je suis vraiment beaucoup plus dans le marketing pur et dur à l'origine, dans l'industrie du luxe. En fait, simplement, c'est que le monde de la tech et le monde du luxe sont très étroitement liés. Du fait que pour pouvoir être toujours à la pointe de l'innovation et même au niveau mondial, pour toujours être à l'affût des dernières tendances et aussi renommées que peuvent être les grandes marques qu'on connaît aujourd'hui, pour les citer, oui, Vuitton, tout LVMH, globalement par exemple. Alors ce qu'ils font, c'est qu'ils intègrent beaucoup de technologies et d'intelligence artificielle, ne serait-ce que dans leur process, pour pouvoir optimiser leur data, analyser, etc. Mais aussi d'un point de vue créatif, lorsque par exemple ils vont faire des fashion shows pour les Fashion Week, ils vont utiliser des technologies de pointe pour pouvoir rendre des spectacles, par exemple, vraiment incroyables, etc. L'expérience client au magasin, ils vont peut-être parfois utiliser des robots, tout ça dans le but d'avoir cette dimension magique, cette culture du rêve, etc. Et donc moi, c'est vraiment ça qui m'a vraiment mis la puce à l'oreille, qui m'a mis un peu le pied à l'étrier. Je me suis dit, mais c'est vraiment incroyable, on peut faire des choses qui sortent de l'ordinaire finalement, du chemin marketing qu'on a l'habitude de voir, des pubs qui sont un petit peu basiques, trop typiques, etc. Là, on a vraiment la possibilité d'être dans un monde parallèle, d'être très originaux en utilisant les IA, les technologies en général. Et j'ai trouvé ça passionnant de pouvoir mêler ce monde de mode, de marketing et de technologie pour vraiment avoir une dimension futuriste à tout ce qu'on a l'habitude de voir. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, c'est vrai que moi j'ai beaucoup de trucs en tête, des process, des idées créatives, des projets que j'aimerais mettre en œuvre, mais comme je suis pas une graphiste, je suis pas motion designer, je fais pas de 3D, c'est compliqué pour moi de vraiment mettre, de faire vivre mes idées. Et donc, j'ai commencé à être un peu curieuse, à aller dans l'IA générative, commencer un peu à prompter, à aller sur Midjourney, ChatGPT, etc. Et de voir vraiment au début par curiosité ce que ça pouvait me donner. Et quand je voyais qu'avec seulement mes skills de langue, parce que j'arrive à manier plutôt bien les langues, à défaut d'être matheuse, je me suis dit, mais en fait, je peux juste utiliser ces compétences-là que j'ai pour pouvoir créer quelque chose que je n'arrivais pas à atteindre auparavant. Donc là, tout ce côté créatif, pouvoir créer, comme je vous disais tout à l'heure, des retail stores assez atypiques, qui tapent à l'œil, qui changent des pubs qu'on peut voir habituellement, etc. Et donc là, je me suis dit, en fait, il y a tout un monde à explorer, tout un univers, et tout en gardant cet ADN de culture du rêve et
procurer de la magie à tes spectateurs et à tes clients finalement quand tu es dans l'industrie du luxe, bah, je vais continuer à expérimenter ces outils. Et en effet, je commençais à poster sur LinkedIn pour montrer un peu tout ce qui était possible de faire sans être un gros geek à l'origine. Et en fait, je voyais qu'il y avait du monde qui commençait un peu à commenter, à dire ah ben moi aussi je l'utilise, etc. Mais il y avait que des mecs en fait qui commentaient, des mecs qui étaient un peu des influenceurs tech sur LinkedIn. Donc je commençais un peu à suivre pour voir ce qui se faisait, pour être à l'affût des derniers outils, à l'affût de ce que les autres créateurs IA pouvaient faire sur les réseaux. Mais je voyais que c'était toujours un peu le même profil. C'était un mec allé entre 30 et 40 ans avec un background scientifique qui est hyper alerte de tout ce qui se passe, etc. Mais j'avais jamais vraiment une fille créative, un peu côté marketing, qui donnait ses insights sur le sujet. Et même autour de moi, je vois dans mes copines, il n'y a personne qui fait ça. Dans ma famille, si j'ai des amis comme Anna, par exemple, mais qui étaient vraiment axées tech, science pure et dure, les dessous des outils, comment est-ce qu'on crée l'outil à la racine. Et donc, je me trouvais un peu seule dans ce grand monde. Je me dis, mais c'est pas possible. Enfin, c'est sûr qu'il y a d'autres personnes qui le font. C'est bizarre qu'on n'en entend pas parler. Et pour vous donner un peu un exemple concret, j'étais sur LinkedIn. Enfin, Nicolas, tu connais cette histoire, mais je la trouve super drôle et je pense que les gens, les autres qui nous écoutent là, ça va leur plaire aussi. J'étais sur Midjourney et je me dis, j'aimerais bien changer ma photo de profil LinkedIn parce que j'ai jamais fait de shooting professionnel et c'est vrai que à part des selfies que j'ai dans mon téléphone, c'est pas très pro, donc on va changer ça. Et je me suis dit, je vais faire une nouvelle photo LinkedIn, donc je mets un portrait de moi assez basique, t-shirt blanc, fond blanc. Et je me dis, OK, s'il te plaît, Midjourney, fais-moi un truc un peu plus pro, un peu plus businesswoman, que je puisse l'exploiter sur une plateforme comme LinkedIn. Et là, ça sort une photo de moi avec une barbe et une moustache. Et je me dis, mais attends, c'est quoi ce délire? Enfin, genre, ça va, je pense que j'ai pas de trait masculin. Là, on a un souci, là, quand même, là. Mais oui, genre, pourquoi je suis devenue un homme? Parce que je lui ai mis 2 keywords, pro et business. Donc, j'ai compris, en fait, simplement que les personnes qui entraînaient l'outil et le modèle, c'était principalement des mecs. Donc, des mecs avec des barbes et des moustaches. Donc, l'outil a fait le lien direct de professionnel business et homme. Et là, j'ai dit, OK, c'est-à-dire que vraiment, ça représente vraiment la base d'utilisateurs de ces outils et donc des IA génératives qui sont pourtant accessibles à tout le monde, peu importe tes compétences et ton background. Et c'est là que j'ai vraiment essayé de commencer à voir si on pouvait faire une sorte de sororité, est-ce qu'on pouvait rameuter du monde des femmes dans la tech pour pouvoir avoir une base d'utilisateurs saine, entre gros guillemets, mais représentative du monde actuel de notre société. Il n'y a pas que des hommes sur cette terre. Donc, il faudrait qu'aussi, pour qu'on puisse avoir une expérience agréable et safe sur les IA, parce que là, c'est un cas de figure assez rigolo. OK, on a sorti une photo de moi avec une barbe, c'est drôle. Mais imaginez les problèmes beaucoup plus graves qui peuvent y arriver. Par exemple, lorsqu'on j'entends qu'il y a des IA qui ont été créées pour dénuder des femmes en prenant une photo d'elles normale et on peut les déshabiller, ça, là, on commence à toucher le dark side du processus des Gen AI et c'est là où c'est un souci. Donc, j'ai commencé un peu à me renseigner. Est-ce que ça existe des mouvements féminins? Et c'est là que j'ai rejoint, du coup, le comité directeur de Women in Tech, qui est un mouvement global qui a ces sortes de societies ou de units par pays. Donc, moi, j'ai rejoint celui de la France. On compte déjà 500 membres, un peu plus de 500 membres. Donc, vous êtes les bienvenus. Hein, ça ne vous engage à rien, juste à être au courant de nos derniers projets et réunions, meetings. Vous pouvez toutes et tous venir, évidemment, parce que c'est pas parce que c'est en Women in Tech qu'on exclut les hommes, évidemment. Hein, le but, c'est une IA paritaire, une tech paritaire. Donc, si vous êtes intéressés aussi, les hommes, à venir pouvoir parler de tech en général, parce que c'est le but, c'est qu'on soit tous des passionnés de tech. On s'est dit qu'on allait faire des hackathons dans les collèges, dans les lycées, pour pouvoir toucher dès le plus jeune âge, sensibiliser au secteur de la tech et dans les STEM en général, hein, pas que la technologie. Parce que c'est là où c'est l'origine même de ce souci, c'est l'éducation. C'est que dans les collèges, on n'est pas, nous les femmes, très au courant qu'on peut aussi s'inscrire à des écoles telles que Polytechnique, par exemple. Lorsqu'il y avait, la dernière fois, on était avec Anna
dans un event de Polytechnique et il y avait une dame du bureau des admissions qui parlait et qui disait en fait nous à Polytechnique c'est pas qu'il y a pas de femmes parce que elles sont moins compétentes, c'est pas ça, c'est qu'en fait dans les dossiers qu'on reçoit on en a déjà pas beaucoup, donc sur tous les dossiers qu'on reçoit on va en choisir, je sais pas combien de pourcents, mais admettons, imagine, tu prends 10% du dossier, ça réduit encore plus le nombre de femmes qui sont onboardées dans la promo d'ANA, par exemple. Donc, c'est pour ça que chez Women in Tech, on s'est dit, on va faire des hackathons dans les lycées, dans les collèges, pour pouvoir vraiment sensibiliser. Voilà, donc, mon journey de l'IA, et je pense qu'on a plein de choses à dire, et que même Chloé, Alix, Anna, on a des backgrounds différents, mais on doit se retrouver sur pas mal de points qu'on a énumérés. Évidemment, merci beaucoup Léava, c'est super important, tu as raison, et tu as raison de parler aussi du problème. Il faut le prendre aussi à la racine, je pense, dès le plus jeune âge, là, au niveau des études, c'est très important, ça commence à ce moment-là, sur la sensibilisation. Je pense aussi, je rajoute quelque chose par rapport aussi à ce que disait Alix, il faut que les femmes s'empressent d'utiliser ces outils. On est là pour les former avec My Connecting IA, mais aussi qu'elles les utilisent par elles-mêmes, parce que ça serait terrible d'avoir un monde on a des outils qui font gagner un temps incroyable, une productivité incroyable, qui facilitent la vie au quotidien à tous les niveaux. Et si, entre guillemets, on a certaines populations qui ne les utilisent pas, ils vont se retrouver dans des situations de difficulté. Sincèrement, avec ce qu'on voit aujourd'hui, et Chloé le présente très bien avec les outils Copilot aussi, ne pas utiliser ces outils, c'est quand même se mettre un petit peu du côté difficile de la montagne. Et donc, c'est intéressant de gagner du temps et de se simplifier la vie avec ça. Et donc, c'est pour ça aussi que les femmes doivent les utiliser. Fanny, de notre côté, à nous, l'IA au sein de l'organisation. Oui, donc l'IA, c'est un petit peu imposé à nous avec l'arrivée et notre statut d'entreprise à mission. Donc l'IA, sujet incontournable à proposer à nos clients. Cette petite anecdote pour dire que du coup, on est dans une entreprise, dans un environnement où on est incité à se former, s'auto-former, et on a un plan de formation pour nous former à l'IA. Et je vois bien que dans cet environnement où l'IA et on est rassuré sur le sujet, si je pense aux ambassadeurs chez nous, c'est plutôt des femmes qui me viennent en tête tout de suite et qui ont pris le pas. Je pense à Anne-Laure au commerce, qui est une créative hors pair et qui nous a sorti des petites pépites en découvrant les outils. Il y a le service marketing qui est très féminin chez nous et qui s'est tout de suite mis dedans aussi. Diane, enfin voilà. Je pense que dès lors qu'on casse cette barrière inconsciente de oui bon l'IA ok c'est pas pour moi, et on voit bien qu'il n'y a aucune différence entre les hommes ou les femmes pour adopter cette nouvelle technologie. Donc effectivement il faut y aller et idem dans notre posture client. On va vraiment aller de la TPE, la toute petite TPE jusqu'à la très grosse entreprise, parce que c'est toutes les entreprises qui sont concernées. Et il faut pas refaire les erreurs du passé sur la transformation numérique, etc., où il y a à chaque fois plein de catégories qui ont pris le train en marche. Là, on a l'occasion de tous prendre le train en même temps. Et c'est pour ça que c'est un formidable terrain de jeu et que toutes les initiatives que vous avez citées, mesdames, elles sont extraordinaires et il faut vraiment les poursuivre. Super. Merci beaucoup, Fanny. Donc, je vous propose de poursuivre avec juste quelques chiffres pour confirmer ce qu'on a dit. Les entreprises considèrent que pour 95% des entreprises, l'intégration des nouvelles technologies est cruciale pour leur compétitivité. 63% déclarent que l'IA est la technologie la plus prometteuse. 45% disent qu'elles n'ont pas les qualifications en interne, donc il va falloir former à ce sujet-là. Et donc, sur les femmes, la part des femmes donc dans les métiers de la data et de l'IA, on parle de 29%. Sincèrement, moi, je pense que 29%, ça me semble assez optimiste par rapport à ce chiffre. On voit dans les écoles d'ingénieurs 20% des effectifs. Donc, on a un déséquilibre qui est immense. Donc, maintenant, mesdames, là-dessus, je vous propose un petit peu d'intervenir, mais sans avoir à structurer, sans passer la parole, parce que je veux vraiment qu'on échange, que vous nous donniez un petit peu le pourquoi, le comment favoriser l'inclusion des femmes dans l'IA. Est-ce que vous avez donc des bonnes idées à nous partager et aussi des exemples pour bien nous faire comprendre l'urgence
en fait, de cette inclusion des femmes. On peut recommencer, hein, Chloé. Et donc vraiment, les idées et bien nous faire comprendre l'urgence pour qu'on avance et que le 8 mars prochain, 2025, on soit dans une autre situation. Voilà, j'espère qu'on inversera la tendance, ou en tout cas que ce sera plus paritaire. Mais alors, moi, je dirais qu'il y a plusieurs choses, hein. Déjà, il y a un enjeu de formation. Alix en a parlé chez M6. Nous aussi, ça nous tient à cœur chez Microsoft. D'abord parce qu'on propose des outils infusés à l'IA, comme je vous le disais, donc toute la stack copilote qu'on a intégrée donc dans Teams, dans Outlook, dans Word, dans PowerPoint. Voilà, c'est aussi important que nous on puisse adopter ces outils-là, qu'on puisse avoir une bonne compréhension et ensuite en parler autour de nous pour in fine aussi les vendre. Donc finalement, il y a un gros enjeu de formation en interne chez Microsoft. On nous propose pas mal de certifications. On nous propose des journées aussi dédiées à la formation, où on bloque finalement notre agenda pour aller passer du temps sur les formations internes, mais pas que, hein. On passe aussi beaucoup de temps sur LinkedIn, d'autres organismes qui proposent des super formations pour essayer d'un petit peu tester tous ces outils-là. Il y a un autre sujet aussi, moi, qui me tient à cœur, c'est comment on valorise, comment on fait en sorte d'avoir une meilleure représentation des femmes dans ces métiers de l'IA. Et comme je vous l'expliquais au début, moi j'ai commencé ma carrière sans repère, sans rôle modèle. Et donc je trouve que chez Microsoft, il y a une belle initiative qui a commencé, qui sont les Women Role Model Awards internes, où finalement on met en lumière des parcours de femmes en interne, des parcours des femmes, des alliés, des femmes engagées, des femmes d'audace, des jeunes pépites, des leaders qui sont inspirantes. Et ça permet aussi d'aller sensibiliser les prochaines générations. D'ailleurs, dans ces Women Role Model Awards, il y a aussi des hommes. Hein, d'ailleurs, on récompense des hommes alliés qui nous permettent aussi de mettre en lumière des hommes qui s'impliquent dans ces démarches-là. Et puis moi, à titre personnel, dans mon travail au quotidien, j'essaye aussi je suis engagée pour valoriser l'entrepreneuriat au féminin dans l'écosystème startup IA en France. Et donc j'ai lancé un programme d'accélération de startup en IA à Station F, et ça m'a tenu à cœur, en tout cas, d'avoir une bonne représentation de femmes fondatrices dans les projets qui étaient retenus. Je crois qu'on était à peu près 40% de femmes fondatrices ou cofondatrices. C'est important aussi de valoriser ces parcours-là, notamment dans l'entrepreneuriat, où voilà, concilier une carrière, enfin être une femme et concilier une carrière d'entrepreneuse, être parfois mère en même temps, c'est pas toujours compatible, ou en tout cas compliqué. Et donc moi, ça me tenait à cœur de vraiment pouvoir axer mes missions au quotidien sur ces enjeux-là. Et donc après, moi, si j'avais qu'une chose à dire pour les femmes qui sont dans la session aujourd'hui, c'est de pas douter, c'est d'y aller, hein. Encore une fois, là, l'avènement de l'IA générative nous permet de casser un petit peu ces barrières à l'entrée pour adopter ces technologies. Et puis je crois qu'il y avait une stat intéressante aussi qui était, il me semble, une femme attend d'avoir 80% des compétences pour postuler un job, quand un homme c'est seulement 20%. Donc il faut qu'on inverse la tendance, ou qu'on équilibre ce ratio. Moi, j'ai qu'une chose à dire aux femmes qui se posent encore la question de si elles sont compétentes ou pas pour le monde de la tech et de l'IA, c'est de foncer. Super, merci beaucoup Alix. Donc foncez, vous l'avez bien entendu, et foncez dans l'utilisation de l'IA parce que ça va vous permettre de gagner beaucoup de temps. Anna, Nico, vas-y Alix, pardon. T'as dit Alix alors que c'était Chloé. Ah pardon, mais... C'est pas grave. Je ne sais pas qui a donné la parole, mais à toi Alix alors maintenant. J'allais dire que je ne peux que appuyer tout ce qu'a dit Chloé. Je suis 100% alignée, donc je vais juste prolonger ses idées sur la formation. On l'a dit, mais effectivement, je suis en train de donner des retours d'expérience, faire intervenir des femmes à différents événements pour montrer justement, pareil comme l'a dit Chloé, la représentativité aussi des femmes dans des startups, et vraiment donner la voix à ces femmes-là. Et plus largement sur la représentativité, non seulement dans les entreprises, je pense que c'est essentiel, mais aussi nous, en tant que créateurs de contenu, de montrer des femmes dans les contenus à des rôles justement comme les hommes, d'ingénieurs, de scientifiques. Je pense que c'est le rôle de créateur de contenu, finalement, d'incarner ces métiers-là sans cliché, et justement montrer que, je pense que c'était Anna qui l'a dit en introduction, que c'est pas que des femmes geeks qui sont à des postes dans la tech, mais justement d'avoir une représentativité du monde qu'on veut avoir dans les futures années. Je pense que ça aiderait vraiment beaucoup.
Après, pour prolonger une idée qui a aussi été partagée et que tu as mis dans ta slide, Nicolas, c'est ce qu'expliquait Léava. Les biais dans les IA, c'est juste pas possible. Et si en fait on n'a pas de femmes dans ces écosystèmes de la tech, les biais ne vont que se renforcer. Donc je pense qu'au-delà d'expliciter les impacts positifs qu'ont l'IA sur finalement la productivité, la créativité, montrée par des exemples concrets à travers tout ce qu'on a dit, des retours d'expérience, finalement des analyses des cas qu'on aura fait et qu'on aura montré finalement aux hommes comme aux femmes. Parce qu'encore une fois, l'idée, c'est pas de séparer les genres, mais plutôt de montrer à tout le monde l'utilité de ces IA et d'ensuite de voir comment concrètement on peut avoir un impact sur ces biais, parce que c'est quand même un problème fondamental dans la société qui nous attend, où l'IA va avoir de plus en plus de place. Si aussi dans la phase d'utilisation de ces IA, les femmes n'essayent pas de rééquilibrer et d'être représentées dans ces univers-là. Donc voilà, j'appuie complètement ce qu'a dit Chloé, j'ai essayé de prolonger quelques idées, mais je suis sûre que d'ici le 8 mars prochain, on aura trouvé des pistes. Donc employez des femmes dans vos équipes, écoutez-les, donnez-leur les moyens d'accéder à leurs ambitions en les aidant justement à pallier parfois cette petite limite qu'ont les femmes à pas forcément foncer avant d'avoir 100% des compétences. Je pense que c'est essentiel pour le monde de demain. Super, merci beaucoup Alix. Anna, à toi si tu veux. Ouais, rapidement. On veut des idées, des idées révolutionnaires, hein, parce que on a besoin de ça aujourd'hui. Bien sûr. Rapidement, parce que je suis hyper d'accord avec vous les filles, et je pense qu'il faut aussi appuyer sur entre guillemets le sentiment un peu d'urgence, Nicolas, parce qu'en fait ce qui se passe c'est que tout va très vite entre le premier ChatGPT et là les LLM qui arrivent. Enfin c'est un bouleversement. En fait moi je dis que c'est une nouvelle révolution industrielle, donc ça va très vite et il faut comme tu disais prendre le train en marche, et on a de la chance que dans cette révolution là on a tous les outils en place et que ça permet de gagner du temps. On a vraiment des métriques en fait qui montrent que l'utilisation de l'IA ça peut vous changer la vie en fait à tous les niveaux, personnel, en entreprise. Il y a tellement d'applications, même au niveau études. Pour moi, pour mes études, ça m'a révolutionné la vie. Donc il faut s'y atteler. Et je suis d'accord avec toi, Chloé, et Alix aussi. On a tendance à se sous-estimer énormément. Je le vois aussi beaucoup à Polytechnique. Et il faut pas, parce qu'on est beaucoup plus forte qu'on ne le pense. Les filles, on a un très bon mental, et il faut s'en servir, et il faut prendre le train en marche. Génial, génial. Bah, c'est très positif tout ça. Merci, merci Anna. Fanny, à toi. Eh bien, que dire après toutes ces bonnes idées? Effectivement, comme le dit Anna, le souci de la confiance en soi, il faut le travailler. Je pense qu'il faut vraiment trouver le juste message entre l'IA est incontournable, il faut y aller, mais aussi tout le monde peut y aller. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir de discours angoissant, et il faut au contraire avoir un discours très incitatif. Et ça peut passer aussi par des actions sur la confiance en soi, sur le fait de prendre en main sa propre carrière et ses propres ambitions. Donc, il y a tout un travail sur l'humain et sur les compétences humaines à réaliser en même temps que le travail sur l'IA et les outils. Mais c'est humain avant tout, de toute façon, l'IA. Et je pense que les femmes n'ont rien de moins humain que les hommes. Bien loin de là. Bien sûr, merci beaucoup Fanny. On arrive au bout du séminaire. Il y a déjà plein de femmes qui vous remercient en tout cas. On parle vraiment d'inspiration, de motivation. Donc je pense aussi que c'est important. Essayez toutes de rester en contact si vous avez des questions, échangez. Et je donne aussi la parole à Léava pour nous donner des super idées. C'est vrai que là, beaucoup de choses ont été dites, donc j'essaierai de ne pas faire en sorte qu'on se répète. Mais je pense que maintenant, on se rend bien compte qu'il y a eu une prise de conscience, autant du côté des hommes que des femmes. On se rend compte que c'est le moment, qu'il faut agir. Et donc, ce serait bien qu'il y ait des actions concrètes, plutôt que de dire « Ah, on est capable, nous aussi, faisons-le ». Ce serait déjà pas mal. Il y a énormément d'outils d'IA qui existent. On peut très bien utiliser les compétences qu'on a déjà acquises, qui existent et qu'on a essayé de peaufiner depuis le début de notre existence pour pouvoir justement utiliser un outil qui nous convienne pour l'intégrer dans la tech et dans l'IA. Il y en a qui utilisent par exemple ChatGPT, peut-être que ça ne convienne pas à d'autres personnes qui ont du mal à écrire et formuler des phrases, mais il y a d'autres outils qui font qu'elles peuvent utiliser les IA, donc je vous en prie, allez explorer tout ce qui est accessible et disponible actuellement
pour ne pas être encore en retard, hein, parce que les femmes, on a l'habitude d'être en retard par rapport aux hommes sur à peu près tout, hein. Par exemple, on va pas parler du droit de vote, mais on n'était pas très très à l'heure non plus. Donc, est-ce qu'on peut pour une fois tous ensemble rentrer dans le train de la même façon et au même timing? Ce serait vraiment pas mal. Et bien sûr, en effet, casser les barrières, arrêter de se dire qu'on n'est pas capable parce que c'est pas le cas. On est tous faits de chair et d'os et je suis sûre qu'on a les mêmes compétences pour pouvoir utiliser les IA et changer nos vies parce que c'est pas juste un gadget, mais vraiment quelque chose qui va être un vrai game changer pour tout le monde, peu importe notre secteur d'activité. Donc, allons-y. Merci beaucoup, Léava. Merci pour cette énergie. Plein de participantes, en tout cas, dans notre audience, parlent de cette énergie, que ça donne envie. Vous les avez réveillées. Donc, je pense que c'est une bonne manière de fêter cette journée internationale des droits de la femme. Félicitations à toutes. On sent que vous êtes vraiment engagées et que vous êtes à fond sur le sujet. C'était génial de partager avec vous. Alix, est-ce que tu peux nous faire voir une pyramide? Waouh. Attendez. Je sais pas, vous voyez là un petit peu ou pas? C'est magnifique. En tout cas, on voit des palmiers et on distingue une pyramide. Et oui. Ouais, j'adore. Il y en a deux même. Il y en a deux. C'est ça. C'est la magie des technologies, la magie de l'IA. C'est la magie des technologies. Et donc ça doit être. Tout le monde doit pouvoir en profiter et les femmes les premières. Donc nous, on est là pour en tout cas vous former aussi, mais avec My Connecting IA. Mais surtout, de l'autre côté, cette journée, c'est la vôtre. Et donc, n'hésitez pas à contacter Chloé, Alix, Anna, Léava, Fanny. Si vous avez envie de travailler dans l'IA, si vous avez envie de mettre plus d'IA dans votre quotidien, regroupez-vous, mesdames. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre participation à ce webinaire sur cette journée hyper importante. Merci à tous. toi. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir.